c'est que on est devenu un peuple moyennement compétent. Pardon de le dire comme ça, c'est hyper brutal, surtout le matin, mais ce qui permet de dire ça, c'est les comparaisons internationales. PISA, c'est assez connu, c'est pour les élèves. Oui. Mais ça existe aussi l'équivalent de PISA pour les adultes ou pour les actifs ou les travailleurs, ça s'appelle PIAC, c'est aussi l'OCDE. Dans les deux cas, depuis 10 ans, on est 25e. 25, 27e, nous les Français. C'est à ce point-là. Hein. Ça veut dire, oui, ça veut dire qu'il y a 20 à 24 autres pays dans le monde où en moyenne les gens sont plus compétents que les Français. Et au moment de la mondialisation, et la mondialisation, quand on arrête les chichis, c'est simplement une nouvelle distribution internationale du travail. Quand vous redistribuez la carte de la production mondiale entre les pays, c'est ça la mondialisation. Et que vous chutez au classement des compétences, les segments les plus rémunérateurs dans le monde, ils vont là où les gens sont les plus qualifiés. Et quand nous, Français, on devient 25e, il y a 24 autres pays qui nous passent devant pour prendre les secteurs les plus rémunérateurs, donc des meilleurs salaires que nous, les Français. Ça, c'est le deuxième point. Et là, le troisième point, c'est le fait que la différence entre le brut et le net s'est creusée. C'est ce que je disais tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous gagnez 100 euros en moyenne, vous en gardez 54 en travaillant. Hein. Vous en gardez 54, vous en gardiez 60 il y a 30 ans, 69 il y a 50 ans. Et ça, c'est parce que on a dépensé de plus en plus d'argent public que pour le social. Il y a que les dépenses sociales qui augmentent dans notre pays depuis 50 ans. Et au lieu de les faire financer par les 68 millions de Français, on les fait financer quasi uniquement, pas que, mais quasi uniquement par les 28 millions de gens qui bossent. Donc pour les 28 millions de gens qui bossent, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants, l'écart entre ce que vous gagnez et ce que vous gardez pour vous n'a cessé de se creuser. Et donc c'est la combinaison en fait des deux phénomènes, des salaires qui augmentent de moins en moins vite. Ils baissent pas, hein, mais ils augmentent de moins en moins vite, et un écart entre ce que les gens gagnent et qu'ils gardent pour eux qui se creuse. Les deux font que, oui, en moyenne, depuis 15 ans, le pouvoir d'achat des gens qui bossent s'améliore même pas de 1% par an, donc ils vivent à peu près de la même manière qu'il y a 15 ans, et c'est la première fois depuis 45 qu'on a une génération dans cette situation-là. Ce constat que vous faites, Antoine Fouché, qui est passionnant, hein. Vous avez dit je vais être un peu long, mais c'est jamais assez long quand vous dites des choses très claires de la sorte. Il est partagé par un Nicolas Dufourcq, par exemple, au hasard, qui a écrit La dette sociale, qui raconte un peu la même histoire, si je puis dire. Si on regarde les décideurs publics, si on regarde les politiques, pêle-mêle, ça me vient comme ça. Hein. Nicolas Sarkozy a fait campagne en 2007 sur les usines. Vous vous rappelez ? J'aime les usines. C'était plutôt un message positif. Plus récemment, Emmanuel Macron, crise Covid notamment, mais pas que, au sortir de la crise Covid, avait dit il faut que les usines reviennent. Il faut réindustrialiser la France. Les décideurs politiques, les présidents successifs sont conscients de cette réalité. Pourquoi est-ce que il n'y a pas pourquoi est-ce qu'au fond il n'y a qu'une parole performative sur cette réindustrialisation attendue de la France, à vos yeux? Je pense que c'est parce que l'ampleur de l'effort qu'il y aurait à faire pour réindustrialiser la France, on se dit pas la vérité entre Français sur ce que c'est, et donc en fait on le fait pas vraiment. Il y a quand même eu une inflexion en 2017. Alors, je suis pas complètement objectif quand je dis ça, mais c'est les chiffres de l'INSEE, une fois de plus, que chacun peut vérifier. Donc, c'est pas Fouché qui le dit, c'est l'INSEE. On a stoppé la désindustrialisation depuis, d'ailleurs, ça n'est pas de 2017, c'est plutôt 2016. On a stoppé la désindustrialisation. Donc, on a arrêté depuis 7-8 ans de se désindustrialiser. Par contre, ce qui est pas vrai, c'est qu'on se réindustrialise pas. Ça, c'est pas vrai, c'est trop long. C'est vrai qu'on a 100 000 emplois industriels de plus depuis 7 ans, mais à ce rythme-là, on retrouverait l'industrie qu'on avait sous Jospin en 2064. Donc, on peut pas dire qu'on se réindustrialise. Mais on a stoppé la désindustrialisation, ce qui est déjà une première chose. Après, pourquoi est-ce qu'on va pas plus vite ou est-ce qu'on fait pas mieux? Je vais vous prendre des exemples très concrets de ce qu'il faudrait faire si on voudrait vraiment se réindustrialiser. Il faudrait faire des choses pas populaires, en fait, et en fait, comme on se le partage pas entre Français, on n'ose pas le faire, ou en tout cas ceux qui le défendent n'osent pas aller jusqu'au bout, ou ont peur, à mon avis à tort, hein, mais des conséquences électorales. L'industrie française, elle a encore deux gros handicaps par rapport à l'industrie allemande, par exemple. D'abord, on taxe plus l'industrie française pour la même valeur ajoutée encore en France que en Allemagne. C'est quand même 25 milliards d'euros d'écart, malgré toutes les baisses d'impôts qu'il y a eu sur les boîtes depuis une dizaine d'années. Hein. Malgré tout ça, il reste 25 milliards sur l'industrie. Hein, je parle pas sur tout. Il reste 25 milliards d'euros d'écart. C'est quand même assez lourd pour une industrie qui produit 30 milliards, c'est quasiment 10% de valeur ajoutée. Et une deuxième chose qui est là aussi qui est très concrète, je pense, pour les gens, c'est les normes
environnementales et foncières qu'on met pour le développement d'établissements industriels. Je prends un exemple très concret. C'est trop lourd. C'est lourd et long. Mais en même temps, c'est notre société d'individus qui est derrière. C'est-à-dire que vous avez personne n'a envie, je vais le dire de façon très cash, personne n'a envie, quand vous habitez n'importe où en France, d'avoir un établissement industriel qui se monte à côté de votre logement. Donc, on a mis en place des procédures de recours, de contestation, etc., qui fait que c'est plus long. Mais donc, si on disait la vérité au pays, et que la réindustrialisation était une priorité, il faudrait dire, ça veut dire qu'il va y avoir plus d'usines dans le pays, qu'il y aura plus de gens qui auront des usines à côté de chez eux, que pour que ça se fasse vraiment, il faut que ça soit plus rapide que le temps que ça prend aujourd'hui, parce que ça dissuade les industriels qui peuvent produire partout ailleurs en Europe et partout ailleurs dans le monde. Donc il faut qu'on soit compétitif, que ça nous plaise ou non. Et donc, on va mettre en place des procédures dérogatoires qui fait que ça va être plus facile d'installer des usines très technologiques, très propres, etc. Mais dans notre pays. Et donc, je pense que c'est ça, ce discours de vérité qu'on n'ose pas partager parce que ça fait pas plaisir à entendre. Oui. Mais pourtant, si à un moment donné, on veut arrêter de se raconter des cracks et qu'on veut vraiment réindustrialiser, c'est ce genre de mesures qui sont au rebours de ce qu'on fait depuis 50 ans qu'il faut prendre. Sinon, on continue, comme vous l'avez dit, à avoir une parole performative. Je veux réindustrialiser. Et au mieux, on arrête de se désindustrialiser, mais on se réindustrialise certainement pas. Dans un instant, avec vous, Antoine Fouché, c'est passionnant. Hein. J'adore votre regard parce que c'est assez décapant. Hein. On entend plutôt un discours qui va dans le sens du poil en général. Les politiques le font. Il y a des échéances électorales à assurer, mais il faut peut-être dire des vérités qui parfois dérangent. Vous disiez, on taxe plus les industries, on va en reparler. Et puis il y a aussi toutes ces notions de travail, d'héritage, de capital, ces équilibres à retrouver aujourd'hui. Et puis ces histoires de reconversion, est-ce que quand on n'aime plus un travail, est-ce qu'on a envie de se reconvertir, est-ce qu'on peut encore le faire? Et puis il y a les seniors qui ne travaillent plus, il y a beaucoup de choses à dire encore. On se retrouve dans un court instant, il est 9h44. Vous nous appelez si vous voulez réagir, 0826 300 300. À tout de suite pour la suite avec Antoine Fouché de La Vérité en face. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Aquili. Avec nous en studio, Antoine Fouché, équipé de son franc-parler, ancien directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, président aujourd'hui du cabinet Quintet Conseil, et vous êtes l'auteur de Sortir du travail qui ne paie plus aux éditions de l'Aube. Vous avez une vision quand même assez raide, si je puis dire, mais très réaliste de la situation aujourd'hui. Vous disiez, tiens, à l'instant, on taxe de plus en plus finalement notre industrie, nos entreprises, nos boîtes. C'est ce qui les étrangle aussi, c'est ce qui empêche les salaires d'évoluer. Oui, alors c'est pas qu'on les taxe de plus en plus, parce que les entreprises en général, comme depuis quelques années, on les taxe moins qu'avant. En revanche, on taxe de plus en plus. On connaissait que le niveau est élevé quand même. Les travailleurs. Oui. On a l'un des niveaux de prélèvement obligatoire les plus élevés, à peu près sur tout, parce qu'on a les dépenses publiques parmi les plus élevées du monde, donc forcément on taxe un peu tout plus qu'ailleurs, et notamment les entreprises, ça c'est sûr. Mais dans l'évolution sur plusieurs décennies, ceux qui s'en sortent le plus mal, et ça va s'empirer dans le budget qui est en discussion actuelle, il faut objectivement le dire, c'est les travailleurs. C'est-à-dire les travailleurs ou les gens qui bossent, pour le dire de façon encore plus simple. Encore une fois, les 28 millions de gens qui bossent sur les 68 millions de Français, 20 millions de salariés, 5 millions de fonctionnaires, 3 millions d'indépendants, parce que c'est essentiellement eux qui portent le financement de notre plus gros poste de dépenses publiques, qui sont les dépenses sociales. C'est 890 milliards, soit 1700 milliards de dépenses publiques. Et donc, comme chaque année, pour aller vite, ça s'alourdit un peu. Des années où ça s'alourdit plus que d'autres, mais c'est ce que je disais. Aujourd'hui, en moyenne, quand vous gagnez 100 euros en travaillant, vous en gardez 54. En Allemagne, vous en gardez 62, par exemple. Voilà. Et c'est pas, je vais le dire là aussi de façon très cash. Si les salaires n'évoluent pas de façon rapide, ou en tout cas aussi rapide qu'avant, depuis 15 ans, c'est pas de la responsabilité des entreprises. C'est parce que, là aussi, chiffre qui est vérifiable sur le site de l'INSEE, de l'OCDE, de la Banque de France, oui. Banque, etc.
Le partage de la valeur entre le capital et le travail, comme on dit techniquement, c'est-à-dire entre les actionnaires et les salariés, en France, il n'a pas bougé depuis 1950, depuis que l'INSEE le mesure. C'est-à-dire on est toujours à 2 tiers, 1 tiers. Alors il a évolué plus ou moins bas, etc. Mais il y a un rythme de long terme. C'est 2 tiers, 1 tiers. C'est pas vrai dans tous les pays, et c'est pour ça qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui vont dire mais il raconte n'importe quoi lui, parce que dans d'autres pays c'est pas vrai ce que je dis. C'est-à-dire les États-Unis par exemple, les actionnaires se gavent, pardon de le dire de façon comme ça un peu excessive, mais se gavent sur le dos des salariés, pas en France. Pas en France où c'est pas le cas chez nous. Le partage est constant en fait. Il y a le débat faire payer les riches et puis les actionnaires. Enfin, parce qu'il y a eu en fait ce qui nous fait dire que ça se déforme, c'est les images. C'est 2 choses, je pense. C'est les salaires indécents de quelques centaines de personnes. Et essentiellement dans le CAC 40, voilà, premier point, mais sauf qu'ils sont pas assez nombreux pour capter une partie de la valeur, parce qu'on crée quand même 3300 milliards d'euros de richesse. Oui. Donc voilà, c'est même des salaires des quelques millions d'euros, ça pèse rien là-dedans. Symboliquement, ça pèse lourd. Mais en vrai, je fais un calcul dans le bouquin, en disant que si on reprenait toute la rémunération des 0,1% des mieux payés en France et qu'on le redonnait aux autres, ça ferait 35 € par mois pour chacun d'entre nous. Donc on voit que c'est pas ça le sujet. Ouais. Et le deuxième chose aussi qui fait que on a une perception déformée, je pense, de la réalité de l'économie française, c'est le CAC 40, parce que dans le CAC 40 on fait des profits de plusieurs dizaines voire centaines de milliards d'euros. Mais le CAC 40, c'est que 5% des salariés qui travaillent. Donc c'est 5% des 20 millions sur les 20... C'est 1 million de salariés en fait. Sur les 28 millions de gens qui bossent. Donc à supposer qu'il y a un problème là-dedans de déformation du partage de la valeur, qu'est-ce qu'on fait pour les 95% qui restent ? Ça règle pas leur vie. Ça ne règle pas le problème. Ça règle pas le problème. Non. Et 2, c'est assez brutal à entendre, mais je vais le dire quand même. Vous avez quand même 85 à 90% maintenant du chiffre d'affaires du CAC 40 qui se fait en dehors de France. Donc, si on devait partager mieux la valeur des entreprises du CAC 40, il faut certainement en partie ou pour certaines d'entre elles le faire, malheureusement, ça serait pas avec les salariés français qu'on repartagerait la valeur. Non. Ça serait pour 90% de cette valeur, ça serait avec les salariés des pays dans lesquels 90% de la valeur est créée, c'est-à-dire pas en France. Voilà. Oui, donc c'est presque pas un faux débat, mais c'est un débat qui est important symboliquement, parce que il y a des, encore une fois, il y a des rémunérations qui sont qui donnent le sentiment qu'en fait c'est ça le problème, c'est-à-dire que c'est l'explosion des inégalités. Or non, les inégalités de rémunération, elles ont pas augmenté. Ça fait 30 ans en gros que pour passer des 10% les mieux payés aux 10% des 10% les moins bien payés, pardon, aux 10% les mieux payés, faut pas multiplier son salaire par 100, par 50, ni même par 10, mais juste par 3. Antoine Fouché, les auditeurs de Sud Radio témoignent tous les jours là-dessus. C'est presque une sorte on va dire de préoccupation quotidienne. Il y a ce triptyque du travail que les gens commencent un peu à détester parce qu'ils ne gagnent plus assez d'argent. Il y a cette épargne qui grossit sans cesse parce que la France a peur, hein, pour paraphraser un journaliste célèbre. Et puis il y a cette petite musique sur l'héritage qui commence à agacer tout le monde parce que on se demande si on va pas aller aussi rajouter là-dessus, on va dire de la captation, c'est déjà très compliqué d'hériter, et en plus on va taxer et surtaxer là-dessus. Il y a ce triptyque-là qu'il faut rééquilibrer peut-être aujourd'hui, non ? Oui, je suis complètement d'accord avec vous. C'est un triptyque de cercle vicieux, c'est-à-dire que comme on a le sentiment, je pense qu'on le voit dans toutes les enquêtes, notamment de Jérôme Fourquet, on voit que la majorité du pays considère qu'on va moins bien vivre en France dans 20 ans qu'aujourd'hui, et les gens ont raison. Donc ils sont, ce que vous dites, ils sont inquiets pour l'avenir, ils considèrent que leurs enfants vont moins bien vivre qu'eux, et les 15 dernières années leur donnent raison. Donc on épargne. Et on essaye de protéger ce qu'on a, c'est-à-dire son épargne et son capital qu'on va transmettre à ses enfants. Mais ça fait, c'est dur à dire, hein, mais ça fait qu'en fait on accroît les inégalités, et c'est un cercle vicieux qui nous précipite sur la pente du déclin, parce que ce qui fait quand même la richesse d'un pays à la fin, à long terme, c'est les gens qui bossent et la rémunération du travail. Il faut qu'on soit plus à bosser, qu'on travaille mieux, qu'on soit plus productif, etc. Parce qu'à la fin, on peut dire ce qu'on veut, c'est les gens qui travaillent qui créent la valeur. Une fois qu'on a dit ça, ça veut dire quand même qu'il faut faire au moins 2 choses pour sortir du cercle vicieux dans lequel on est.
c'est que, on paye mieux le travail et il y a des solutions pour le faire. Enfin, on peut peut-être en parler. Oui. Elles existent. Alors, c'est des choix radicaux de société, hein. Mais on peut le faire. D'autres pays l'ont fait, etc. Mais donc, on peut faire que les 28 millions de gens qui travaillent soient mieux rémunérés pour leur travail. Ce qui va rendre acceptable, me semble-t-il, ou moins inacceptable, le fait de travailler plus longtemps, parce qu'il faut aussi qu'on travaille plus longtemps. Voilà, ça c'est par rapport aux autres pays, on peut pas, sinon on va s'appauvrir relativement aux autres. Le discours de revenir en arrière, quoi, sur l'âge de départ et tout le reste. Mais je comprends qu'on conteste aujourd'hui parce qu'il n'y a aucun avantage financier, mais il faut mettre les choses dans le bon ordre. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord que le travail paye plus, et donc plus si longtemps. On veut demander aux gens de travailler plus longtemps. Ouais, ça, ouais. Voilà. Et pas plus, un peu plus. Beaucoup plus, mieux. Que ça se voit dans la fiche de paye, etc. Ça se voit sur le rythme, sur l'amélioration du niveau de vie année après année pour la majorité des gens qui bossent. Et on peut aussi travailler mieux, vous avez raison, il y a plein de choses là-dessus qu'on peut faire qui sont vraiment très concrètes. Ça, c'est la première chose. Et sur l'héritage, il faut quand même qu'on fasse aussi quelque chose, parce que on est en train de redevenir une société d'héritiers, en fait. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, pour ceux que ça intéresse, qui est en ligne, qui s'appelle « Repenser l'héritage » sur le site du Conseil d'analyse économique, et qui date de 2021 et qui montre que aujourd'hui, soit la majorité de ce que les gens ont, c'est une moyenne, hein, ça veut pas dire, c'est pas la même chose pour tout le monde, mais la majorité de ce que les gens ont ne vient plus de leur travail et de leur mérite, mais de l'héritage et du hasard de leur naissance. Donc, quand vous êtes dans une société où vous dites, il vaut mieux hériter que travailler, c'est une société dans laquelle on est en train de rentrer. On est un peu rentré dedans, mais ça va s'empirer dans les années qui viennent. Plus personne n'a intérêt à bosser. Parce que les gens qui héritent se disent, de toute façon, j'aurai jamais par mon travail ce que j'ai eu par mon héritage. Et ceux qui n'héritent pas ne disent, ça sert à rien d'aller dans la course parce que j'aurai jamais par mon travail un niveau de vie équivalent à ceux qui ont hérité. Et donc, c'est un cercle vicieux terrible. Et donc, il faut que le travail paye davantage pour que, à chaque génération, la course soit à peu près équitable. Elle ne le sera jamais complètement, mais à peu près équitable, et que tout le monde ait intérêt à courir, c'est-à-dire à travailler. Et pour ça, l'avantage qu'on a, pardon de le dire comme ça en France, c'est que le patrimoine est hyper inégalitaire. Il est hyper concentré. Et donc, on peut aller taxer un peu plus les très gros héritages, sans toucher à 90% des héritages, pour remettre un peu d'égalité des chances. Je donne juste les chiffres pour que les gens se rendent compte, mais vous rentrez dans les 10% des plus gros héritages par personne en France à partir de 500 000 euros. Voilà. Et donc, on pourrait, c'est à partir de ces héritages-là qu'on peut aller, et pas des taux confiscatoires, hein, mais mettre des taux à 10-20% minimum, qui ferait, et pas toucher à tous ceux qui touchent moins de 500 000 euros par héritier. Et ça permettrait de redonner un peu d'égalité des chances avec une rémunération du travail qui paye plus. Et ça sera le mot de la fin. Et tout est dans la nuance, hein, Antoine Fouché, pour tout, hein, pour ce qui est le travail, l'héritage, pour tout le reste. Tout est quelque part dans la nuance. Les solutions existent. Vous les déployez dans Sortir du travail qui ne paie plus, paru aux éditions de l'Aube. Merci pour ce regard très cash, hein, ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Merci à vous et bienvenue Valérie Expert. Bonjour Jean-François. Mettez-vous d'accord. Mettons-nous d'accord. Est-ce que vous avez un accent ? Je l'ai gommé, il paraît. C'est vrai. À force de vivre à Paris, Corse. Et il paraît que les accents régionaux disparaissent et que avoir un accent est discriminant. Et c'est vrai que si vous regardez un petit peu les différents médias, il y a très peu de gens, on pense à Jean-Michel Apathy, qui ont des accents. Donc parlons vrai et parlez-nous sur Sud Radio. Faites sonner vos accents au 0826 il revient quand j'ai un invité 300. corse. Il revient tout de suite quand j'ai un invité corse. C'est vrai, bien sûr, on retrouve son accent. On va revenir sur les déclarations d'Emmanuel Macron à propos de X, du réseau d'Elon Musk. Est-ce que vous vous informez sur X? Pour lui, c'est un réseau qui est trop profondément lié à l'extrême droite. On va revenir sur le cas du Louvre et bravo à la police judiciaire en particulier. Bref, beaucoup de sujets avec vous. 0826 300 300, on vous attend.